Demandez TV, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur votre plateau Entretien Brut, le plateau sur lequel on fait un décryptage de l'actualité nationale, régionale, voire internationale. Téléspectateurs, votre présentatrice du jour, moi-même, j'ai été habillée par la maison de mode Sisa Mode, une maison de couture malienne, une styliste vraiment qui est à encourager. Si vous voulez des informations, allez-y sur toutes les plateformes de recherche. Elle fait du stylisme assez responsable. Elle a un événement, une vente privée qu'elle organise du 29 novembre au 1er décembre. Voilà, il y aura des remises sur les ventes, 5 ou 10, voire plus. Donc, n'hésitez pas à aller chercher et surtout, venez nombreux à cette vente privée. Pour faire notre décryptage sur ce plateau, nous avons Monsieur Bouye Cissé. Il est consultant en communication institutionnelle et il est également membre du CNT. Monsieur Cissé, bonjour. Bonjour Madame Maïga, merci pour l'invitation et je tiens à saluer les téléspectateurs de Demandez TV. Bienvenue, merci de vous rendre disponible surtout. Notre deuxième invité est Monsieur Chiaka Doumbia, c'est un collègue, il est journaliste, directeur de publication du journal Le Challenger. Doumbia, ça va? Bonsoir Fadima. Tu vas bien? Je vais bien, merci beaucoup. Ça va sur le terrain? Oui, on s'est débrouillé. On regarde un peu ce qui se passe. Il y a des sujets brûlants, je pense. Ah oui, l'actualité est assez riche ces derniers temps. Ces derniers temps, on m'a dit, c'est pas les sujets qui manquent. Hein? C'est pas le sujet qui manque. Par la même veine, nous allons prendre nos sujets en main. Voilà. En date du 20 novembre dernier, on a appris la nouvelle comme quoi notre Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, a été démis de ses fonctions. Voilà, peut-être suite, c'est pas confirmé, mais c'est ce que les analystes en tout cas avancent, comme quoi c'est son fameux discours du 16 novembre qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cette décision, on s'est quand même demandé, est-ce que cette décision était réellement inévitable, Monsieur Cissé? Bon, comme vous l'avez dit, suite à sa sortie au CICB devant son public, je dirais, moi-même en ayant écouté le discours en direct et après avoir lu, parce que souvent quand on lit, on apprend mieux certains mots ou certaines phrases, plutôt que d'entendre comme ça à chaud dans une salle. Je me dis que moi, si vous me demandez à l'heure H, quand j'ai écouté le samedi son passage au CICB, je me suis dit qu'il a déjà déposé sa démission. Parce que on ne peut pas se permettre en tant que chef de l'exécutif de jeter l'anathème comme ça et se dire que le mercredi qui suit, on va aller au Conseil des ministres, bras ballants comme si de rien n'était. Je pense que cette sortie n'était ni nécessaire ni opportune. Je répète, eu regard de son rôle de Premier ministre, donc chef de l'exécutif, c'est pas un ministre quelconque, c'est quand même le chef de l'exécutif qui est sorti publiquement pour faire cette annonce-là. Et même l'accoutrement, le déguisement en tenue militaire, je pense que ce sont des symboles. Vous appelez ça un déguisement? Oui, parce qu'il n'est pas militaire, donc quand il porte... C'était pas sa première fois de porter quand même une tenue militaire. Ce n'est pas nécessaire, c'est peut-être de la communication politique pour lui, mais je pense qu'il n'était ni nécessaire ni opportune. Donc la décision de le démettre, je pense qu'il aurait dû lui-même faire amende honorable de quitter, de démissionner. Parce que... Mais il a dit plusieurs fois quand même que lui, la démission, il ne démissionnerait jamais. Oui, je suis d'accord, mais quand on dit que je ne suis pas considéré, je ne suis pas dans le dispositif des plus hautes autorités, beaucoup de décisions sont prises, dont j'apprends comme beaucoup de nos concitoyens, ça et là, sur différents médias. Je pense qu'à un moment donné, encore une fois, au regard de son pédigré, de son expérience politique, il ne pouvait pas continuer. De lui-même, il aurait dû partir. Moi, en tout cas, en tant que Bouye Cissé, si ce qu'il a dit ici, c'est vraiment vrai, ce n'est pas supportable et j'aurais démissionné. D'accord. Doumbia, est-ce qu'il aurait dû partir de lui-même? Vous êtes de cet avis? En fait, Choguel, vous savez, c'est... D'abord, je salue tous vos téléspectateurs au Mali et à l'extérieur. Vous savez, moi, le départ du Premier ministre, ce n'est pas une surprise pour moi.
Je parle du postulat que depuis sa nomination, ceux qui l'ont nommé, ils n'ont jamais voulu donner une marge de manœuvre à Dr Choguel Kokala Maïga dans la gestion des affaires publiques. En fait, le choix, si vous vous souvenez, le choix du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui était juste là, président du comité stratégique du M5 RFP, à mon avis, était une stratégie de ses alliés militaires de se protéger. Après les événements qui ont abouti à l'arrestation de Bandao et du Premier ministre, ils avaient besoin d'un soutien pour se préparer, pour se protéger, non seulement contre ceux qui les coinçaient beaucoup au niveau international, mais aussi le front commençait à bouillir, à se mettre en effervescence. C'est ça, en fait. Depuis lors, Choguel et ses partisans ont voulu engager, il y avait une lutte un peu acharnée entre, d'une part, les militaires et leur soutien politique qui était là, mais ils n'ont jamais voulu donner une marge de manœuvre assez suffisante à Choguel. Ils l'ont juste amené pour se protéger, j'allais dire, contre la CEDEAO d'une part. Et le Premier ministre a bien joué ce rôle-là. Et aujourd'hui, il n'est plus utile pour eux. Il faudra qu'il change quelque chose. Et Choguel, connaissant bien, c'est vraiment, il est très fort en communication politique. À mon avis, il a choisi le timing de son départ. Je reviens au fameux discours du 16, c'est qu'il a imposé le timing. Il savait qu'après ce discours et ses alliés allaient franchir un cap supplémentaire dans la gestion des relations difficiles avec lui. Et là, mon co-débatteur le disait tout de suite, il est venu en tenue militaire, comme il l'a fait le 14 janvier, mais c'est un message. Et Choguel, avant tout, est un homme politique qui se prépare, qui pense à un avenir politique. Il a été 2 fois candidat à l'élection présidentielle. Il se repositionne dans le jeu politique pour des échéances futures. À mon avis, son départ n'est pas une surprise et il a aussi imposé le timing de son départ. Et n'est pas une surprise, c'était un choix pour lui, mais pour les citoyens, c'était à la limite une surprise. Oui, on ne le voyait pas partir tout de suite. Oui, on ne le voyait pas partir, mais tous les éléments étaient réunis pour qu'il parte. Parce qu'il y avait la transition à ce niveau était dans une sorte d'impasse qu'il fallait sortir. Mais le message qui a été dit le 16, d'une manière, à plusieurs reprises, il a tenté, le chef du gouvernement, le Premier ministre, a tenté de faire dire ça à certains. Souvenez-vous du mémorandum du 25 RFP, qui a même abouti à des problèmes au niveau de la justice pour un membre de son cabinet. Tu vois, c'était des messages qu'il essayait d'envoyer à ses alliés. Bon, c'est la chute logique de tout ce qui s'est passé là, quoi, à mon avis. D'accord. Est-ce que vous pensez que c'est la mort politique de Choguel Kokala Maïga, docteur Choguel Kokala Maïga, comme on a pu entendre avec certains analystes, pour dire c'est la mort politique et que le M5 RFP se trouvait avec un bras cassé? Bon, je vais juste revenir sur le propos de M. Doumbia sur c'est-à-dire comment il a été utilisé au sein du dispositif de l'exécutif. Comme je le disais tantôt, c'est quand même quelqu'un qui a un bagage intellectuel, qui a une expérience comme très peu de Maliens ont sur la scène politique. Je pense qu'il a accepté sciemment. Il était d'accord. Donc, c'est pour ça que je disais que moi, j'aurais pas attendu qu'on me démette. J'aurais démissionné. Vu son âge, vu son expérience, vu ce qu'on lui a fait subir d'après lui-même, et qu'il continue, c'est-à-dire qu'il accepte, c'est-à-dire même après sa maladie, il est quand même revenu. 3 ans, ce n'est pas 3 mois, M. Doumbia. Donc je pense qu'il a accepté, il s'y plaisait bien, si je puisse m'exprimer ainsi. On ne peut pas faire 3 ans en disant que non, je ne suis au courant de rien. Pour un ministre, ce n'est pas rien, même dans une transition. Même dans une fistelle, qu'on dise militaire ou pas,
Oh, c'est militaire ou civil. Donc, Mais est-ce que aussi le fait d'accepter, il n'avait pas beaucoup d'espoir parce qu'il pensait que c'est pas pour rien qu'il a eu ce terme de rectification dont tous les Maliens sont au courant. oui, je suis d'accord avec Pour vous, lui, mais- c'était une rectification. Ils sont allés sur une lancée. Ils se sont rendus compte que cette voie n'est pas du tout la bonne et ils ont rectifié le tir en l'amenant dans le gouvernement. Et peut-être cet espoir aussi pour lui de cette fois-ci manœuvrer. Non, justement, il faut qu'on sorte de la politique politicienne. Nous sommes dans un contexte assez... On peut pas sortir en oubliant que Si, parce que... c'est un politicien. Hein? Non, oui, c'est un politicien, mais il faut qu'on se souvienne quand même que le Mali est encore en guerre. Que le Mali est en proie à une guerre multidimensionnelle jusqu'à présent. Donc je pense que ce n'est pas le moment d'être dans des bisbilles politiciennes ou jouer le politicard. Je pense aujourd'hui, les Maliens ont besoin d'hommes d'envergure, d'hommes politiques responsables, capables de proposer des solutions aux Maliens, des solutions idoines et pérennes, et non d'être dans des jeux politiques et politiciennes. Surtout ceux avec qui ils composent, ils ne sont pas politiques, même si aujourd'hui ils ont la gestion des affaires de l'État, mais ils ne sont pas politiques, en tout cas de formation, ou même par ambition, je dirais, parce que ce ne sont pas des militants de parti, ils sont arrivés, comme ils l'ont dit, ils sont venus parachever une lutte populaire. Mais aujourd'hui, quand vous acceptez toutes ces brimades, selon lui-même, je reprends ses propres termes, mais 3 ans, c'est pas peu quand même dans la vie d'un homme, surtout, même dans un mandat normal, 3 ans sur 5 ans, je pense, et Premier ministre, ce n'est pas rien, c'est le numéro 1 de l'exécutif. Quand on lui pose la question sur l'électricité, il dit qu'il n'est au courant de rien. On lui parle du secteur de la défense, il dit qu'il faut s'adresser au général Sadio Gassama. Enfin, à un moment donné... Donc, vous voulez dire quelque part, si je lis bien entre les lignes, que tout ce qui arrive, c'est de sa faute. Ah oui, pour moi, quand on accepte, encore une fois, eu égard de son expérience, de sa carapace politique, de sa capacité intellectuelle, c'est qu'il s'y plaisait bien, ça lui convenait. Ça lui convenait. Rien, il n'était pas tenu par des secrets d'État ou autres qui lui permettaient pas de partir. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut savoir partir. Moi, c'est pour ça que je disais tantôt que sa sortie, elle n'était ni nécessaire, ni opportune. Je ne me sens pas bien, je ne suis pas à l'aise, je ne suis plus en phase avec vous, messieurs. Je rends ma démission, je suis un gentleman, je partirai pour d'autres joutes politiques. D'accord. Ça, c'est ma conception. Merci. Revenons à notre sujet sur est-ce que c'est sa mort politique? Est-ce que c'est sa mort politique? Est-ce que le M5 RFP se trouve avec un bras cassé quelque part? Pour moi, ce n'est pas sa mort politique. Ça veut rien dire mort politique. Hein. Vous savez, la vie, elle est ainsi faite. Il y a des hauts et des bas. Je pense que avant les événements du 18 août 2020, politiquement, le MPR sont partis, en tout cas, aux dernières élections, je parle sous le contrôle d'un observateur, M. Doumbia de la chaîne politique, en termes de poids électoral. Qu'est-ce que le MPR de Choguel Kokala Maïga représentait sur l'échiquier national? Donc, est-ce que la transition ne l'a pas permis, quelque part, de se revigorer, de voler de ses propres ailes? Il a vraiment existé, il a fait partie du combat du M5, ça c'est des choses à saluer, mais il faut pas oublier aussi qu'il a été membre du gouvernement de Ibeka, qu'il a critiqué par la suite. Et il s'est retrouvé dans le M5 pour critiquer. Maintenant, moi je me pose la question toujours, mais ça, seul Dieu le sait, s'il était encore dans le dispositif de Ibeka, est-ce qu'il serait parti au M5? Oui, en fait, la mort politique, non, moi je dirais pas. En fait, Choguel, tout ce qu'il fait, il pèse les pour et les contre. Et les conditions qui ont abouti à son départ du gouvernement me montrent qu'il s'est déjà positionné. Je suis d'accord. Oui, moi je vois les choses comme ça. Il s'est déjà positionné pour des échéances futures. Et retenez bien, à mon avis, Choguel, si c'est un peu raison, Choguel a accepté de jouer le jeu. Ça lui a aussi profité, moi, à mon avis. Politiquement, il a tiré beaucoup de bénéfices de cette position auprès de l'opinion. Il s'est positionné, il va se repositionner. On ne peut pas prédire. Comment vous voyez alors comment il va se repositionner? Il sera toujours avec cet effet de M5-2? Non, le M5, moi, je ne dirais pas le M5. Il se repositionne comment? En étant de l'opposition ou comment? Ça, c'est à lui de choisir. Mais l'homme qu'il est,
Dans un premier temps, à mon avis, il va faire profil bas. Il est habitué à beaucoup de coups politiques, c'est un vrai manœuvre politique, hein. Mais il va jouer des cartes sans pouvoir se mettre en scène. Je dirais pas se mettre en scène, sans pouvoir se hisser sur la place maintenant, compte tenu de tout ce qui peut se passer avec ses anciens employés. Il va observer, il va continuer à pousser ses pions. Et là, je suis sûr qu'il a déjà commencé à pousser ses pions. Mais est-ce qu'il va pousser ses pions loin, sachant qu'il y a des dossiers qui étaient dans les armoires, en entendant... Oui, mais en fait, là, aujourd'hui, vous savez, même le fait de ne pas démissionner, c'est un choix qu'il a fait. Et ce choix, à mon avis, il n'a pas fait pour rien. Vous savez, quand vous prenez les rapports entre lui et ses alliés militaires, il y a tout ça. Vis-à-vis de l'opinion... Est-ce qu'ils sont alliés? Oui, j'ai dit non. Ils travaillent ensemble, mais non, moi j'ai dit non. Vu la sortie? Oui, pas vu la sortie. Si c'est quand même allié. Le M5, que ce soit le M5 de Shogel ou d'autres M5, ils considèrent les militaires comme leurs alliés. Moi, je ne sais pas ce que je l'ai inventé. Ils disent même que c'était quand même très ambigu. Hein. Mais c'est eux qui l'ont dit, c'est eux qui le disent. Quelqu'un est venu dire au monument de l'indépendance qu'ils ont parachevé leur lutte. Oui. C'est ça. Maintenant, il y avait des gens qui ont signé on m'a parlé de pacte d'honneur. Moi, personne ne le savait. Si ce n'était pas récemment qu'on a voulu réchauffer, tirer dans certaines choses. Mais moi, je pense que Shogel, il va se repositionner. Maintenant, ça dépendra. Parce que là, même dans son combat, dans son dévouement à ses alliés militaires, Shogel a beaucoup saccagé la classe politique. Il s'est beaucoup attaqué la démocratie et il a, compte tenu d'une partie de l'opinion qui a des idées aujourd'hui, ou bien des idées assez pas très très correctes sur la démocratie, il a voulu surfer sur ça parce que c'est un homme qui veut tirer profit de toutes les situations. Il a surfé sur ça. Il va rebondir. Moi, je ne sais pas comment il va rebondir, mais je suis convaincu que Shogel va rebondir. Si aujourd'hui, la meilleure façon d'ouvrir un petit boulevard à Shogel, ça c'est d'ouvrir un dossier contre lui. D'accord. Et comment vous voyez la suite de tout ça? Alors, en réalité, j'aime pas trop encore une fois, ce côté politicienne, c'est-à-dire ouvrir un dossier contre quelqu'un pour lui faire mal, pour l'empêcher de manœuvrer. Je trouve que c'est dommage, on ne doit pas tomber dans ça. Je pense que s'il a vraiment des dossiers, des casseroles, qu'on les présente, mais qu'on n'en fasse pas quelque chose pour l'empêcher de se revigorer ou de revenir sur la scène politique. Mais je voulais revenir sur votre question, c'est-à-dire il parle de clarification, c'est celui qui aime ça. Aujourd'hui, Shogel parle plus... je m'excuse du terme, M. Shogel, ex-premier ministre, parle plus du M5 que de son propre mouvement politique, qui est le MPR. Il est quand même le président d'un parti politique. Donc je ne comprends pas qu'il ne puisse pas mettre à profit tout ce qu'il a acquis pendant cette transition au profit de son propre parti, plutôt que du M5, pour reprendre les propos de mon ancien collègue Issa Kaoudim. Le M5 est mort de sa belle mort. Aujourd'hui, le M5, je parle encore sous le contrôle de M. Doumbia, qui maîtrise mieux la scène politique malienne que moi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a combien de M5 qui existent? Il y a combien de tendances? En tout cas, même s'il n'y a pas beaucoup de M5, il y a combien de tendances aujourd'hui? Il y a quand même deux tendances assez officielles. Hein. Voire plus. Donc aujourd'hui, est-ce que, avec tout ce qui s'est passé, avec ces frustrations qu'il y a eu au sein même du M5, en plus, M. Doumbia a très bien fait de rappeler, il n'a pas arrêté de taper sur la classe politique dont il est issu. M. Shogel Kokala Maïga avait même réussi à faire croire aux Maliens lambda qu'il n'était pas du sérail. Mais je rappelle aux Maliens qu'il a été plusieurs fois ministre, qu'il est président d'un parti politique et qui fait partie du bilan des 30 années passées avant le 18 août 2020. Donc aujourd'hui, il ne peut pas venir nous dire que lui, il est blanc comme neige et que tout ce qui s'est passé, il n'était pas
il n'est pas comptable de cela. C'est la même chose qu'il fait aujourd'hui avec la transition. Ça a sorti. C'est une manière, pour moi, si vous me demandez, c'est de ne pas assumer le bilan de la transition parce qu'il sait qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile pour la transition. Justement, c'est la question que j'allais vous voilà, donc poser. moi je pense encore une fois, quel est si le on bilan peut parler, moi je disais que c'était inopportune, mais pour lui, c'est opportun. Pour moi, c'est inopportune, mais pour lui, cette sortie est opportune parce qu'il se dit, je vais me repositionner, comme disait M. Doumbia, c'est une manière de se repositionner, de dire que bon, aujourd'hui, ça ne va pas très fort pour la transition. Je profite pour créer ça, pour dire, vous voyez, moi, je n'étais pas au courant de ce qu'il faisait. Maintenant, c'est à eux d'assumer. Mais ça, je trouve que ce n'est pas correct aussi politiquement. Ce n'est pas, encore une fois, vu son âge, vu son expérience politique, je me répète, hein, mais ce n'est pas digne. Il faut savoir partir dignement. La politique, c'est beaucoup de lendemain. On peut revenir, mais vous savez, quand vous êtes dans des jeux comme ça, à un moment donné, je vais le dire en bon moment, malien kanatira là, quoi. Et ça, c'est le risque un petit peu que les gens se disent, bon, écoutez, finalement, il souffle le chaud et le froid. Quand ça va, il est là. Quand ça va pas, c'est la faute aux autres. Il doit assumer. Il a été chef de l'exécutif. Qu'il ait nommé les membres du gouvernement, qu'il a été consulté ou pas, il était là. Donc, ça a lui d'éclaircir sa position. Il était anciennement du FSD, c'est du FSD d'ailleurs, il était le représentant du FSD, n'est-ce pas, au M5. Je refais un peu l'historique, hein, peut-être dans le désordre, mais aujourd'hui, il doit être... Est-ce qu'il est capable de rassembler le M5? Est-ce qu'il est capable de remobiliser ses propres troupes au niveau du MPR? C'est beaucoup de questions. Il a tapé sur la classe politique. Le peu de temps où le général Abdoulaye Maïga l'a remplacé, sur les 3 ou 4 mois, lui, il a pu quand même instaurer un dialogue sain avec la classe politique et la société civile. D'accord. On l'a très souvent jugé, Dr Kokala Maïga, comme étant celui qui a été très clivant, voilà, qui a en tout cas œuvré à fractionner. Mais quel est son bilan? Aujourd'hui, si on doit faire un bilan de Dr Choguel Kokala Maïga sur les 3 ans, quel est son bilan? Vous ferez quoi comme bilan? Je pense qu'il faudrait inviter M. Choguel Kokala Maïga pour venir... Vous êtes quand même citoyen, vous avez quand même pu observer. Je suis même parlementaire. Bon, comme vous savez, il est venu, 1 an après sa nomination, il est venu présenter ce qu'il a réussi, ce qu'il a fait de la première phase de sa nomination, où il s'est noté lui-même en disant qu'il a réussi 30% de ce qu'il voulait faire. Mais dès lors... Il a reçu 30% de ce qu'il voulait faire. La première année. D'accord. D'où mon collègue Moussa avait dit 3 sur 10. Bon, les gens ont pris ça un peu comme si c'était quelque chose de grave, mais encore une fois, 30%, ça fait bien 3 sur 10. Voilà. Donc, c'est lui-même qui s'est noté comme ça. Et après, sa maladie, depuis qu'il est venu, quel a été l'impact de M. Choguel Kokala Maïga dans la transition? C'est à lui, il n'y a que lui qui pourrait nous dire ça. Moi, en tout cas, honnêtement, en tant que parlementaire, je ne vois pas ça. Parce que depuis qu'il est sorti de sa maladie, je ne l'ai pas eu sur des dossiers aussi importants. Là, il y a eu la loi électorale avant. On a vu ce que ça a donné. Ça a été quasiment toiletté au niveau du Conseil national de transition. Chose qui l'a fortement déplu. Mais aujourd'hui, son bilan, je dirais mitigé pour ne pas être... assez dur. Voilà, pour ne pas être assez dur. Je ne peux pas évaluer son bilan puisque lui-même il dit qu'il était au courant de rien. Et ça, c'est un tort. Doumbia. Oui, je vais aller sur le même terrain que mon Cissé. Vraiment, ça va être... Le bilan de Choguel n'est pas dissociable du bilan de la transition. Lui, il est un acteur, il peut bien faire leur bilan. Moi, si vous me demandez en tant que... Son bilan n'est pas dissociable à celui de la transition. C'est clair. Mais lui, pour l'instant, il est stoppé. La transition, oui, mais la transition continue. Mais ce qui a été fait, il est comptable. Il est comptable. Ce qui a été fait en termes d'échec et en termes de réussite, exactement. Ils sont tous comptables de ça. Exactement. Et aujourd'hui, l'état de la nation est révélateur de ce bilan-là. Que vous évaluez? Positive, négative, au moins, pour qu'on soit un peu fixé? À mon avis, le bilan de la transition à ce niveau est négatif. Est totalement négatif. Moi, je pense. D'accord, merci. C'est pas mon avis. Pour moi, le bilan, il est positif. Parce que il faut savoir, le prendre comme ça, c'est comme il le présente, lui, il fait quelque chose de général. Mais moi, en tant que, comme vous le dites, hein, en tant que membre du CNT, même si je ne suis pas là au nom du CNT, j'évalue secteur par secteur, domaine par domaine. Sur le domaine de la sécurité, il y a beaucoup de choses qui ont quand même été
Du fait aussi qu'il a été bouclier politique voilà. de cette transition. Au-delà de ça, je parle sur le bilan de la transition en général, Oui. parce que ça c'est la petite aparté. Je pense que la prise de Kidal, même si ça fait 1 an, on oublie, parce qu'au Mali on oublie souvent, mais Kidal est un peu vu comme le totem. Et moi je vous dis, même moi, 1 mois encore après la prise de Kidal, j'y croyais pas, je me dis, est-ce qu'on nous dit la vérité? Est-ce que Kidal a été vraiment pris? Aujourd'hui, je pense que c'est un acquis de la transition, et d'ailleurs, ces gens-là sont venus en présentant, en se disant, nous sommes de la sécurité, ce que nous savons faire, c'est la sécurité. Sur ça, ils ont quand même réussi. Ça, il faut le reconnaître. Après, il y a d'autres difficultés qui sont arrivées. Aujourd'hui, les gens sont fâchés, je comprends, avec les coupures, notamment chez EDM. Mais je pense que quand on vient comme ça, je pense surtout que c'est des gens qui n'étaient pas outillés forcément à la gestion de l'État. Il y a des choses qu'on découvre. Le dossier de EDM, c'est quelque chose qu'ils ont découvert sur le tard. Ouais, je pense que c'est ça. Donc aujourd'hui, on va le porter dans le bilan négatif de la transition. Monsieur Cissé, qu'on soit outillé ou pas, du moment qu'on décide d'assumer des responsabilités, on l'assume jusqu'au bout. Je suis d'accord avec vous, et nous allons l'assumer clairement. Mais je veux dire que c'est des choses, c'est des situations qu'on ne pouvait pas appréhender. Je pense qu'aucun observateur aurait compris. Et encore une fois, je vous renvoie au 18 août 2020. Personne n'aurait pensé qu'on serait 4 ans après avec autant de coupures. D'accord. Pour vous, le bilan de Dr Choguel Kokala Maïga, il est positif. C'est ça, c'est bien clair. Le bilan de la transition en général a mitigé. Non, on voudrait voir. Non, il a dit, M. Doumbia, je suis renchéri, j'abonde. Donc le bilan de la transition est positif, si on peut l'évaluer maintenant. Et Choguel, aujourd'hui, M. Choguel Kokala Maïga ne peut pas se permettre de se défausser. Pour autant, ce qui a bien marché, il est important dedans. Ce qui a moins bien marché, il est important. Mais est-ce qu'il ne s'est pas aussi déchaussé dans son discours quand il dit que depuis 2 ans, il n'est au courant de rien du tout? C'est une manière aussi de... Non, nous, on ne peut pas écouter ça, on ne peut pas croire à ça. En tant que citoyen... Votre avis par rapport à... Non, en fait, c'est une façon pour lui. Mais là, l'histoire est là. L'histoire... Ça ne tient pas. Ça ne peut pas tenir devant l'histoire. Chef de l'exécutif. En disant ça, il peut peut-être dire que, ah oui, comme Cissé l'a dit, il y a des choses, je n'étais pas associé, mais il est entièrement responsable. Responsable. Il doit assumer ce bilan-là. Ouais. Comme tu l'as dit, ils ont fait beaucoup de choses ensemble. 3 ans, c'est pas... Voilà. Il est obligé d'assumer. Maintenant, par rapport au bilan, je ne voulais pas revenir un peu sur... Cissé, oui, on peut épiloguer sur ça, même dans le domaine de la sécurité, Cissé. Oui, Kidal a été récupéré. Et d'autres villes. Vous le dites, oui, mais il faut quand même ouvrir les yeux un peu. Voyons la situation en réalité. Ce que je mets au compte, on a une heure de grande écoute, ce que je mets au compte des autorités de la transition, et je m'en réjouis, c'est qu'ils ont amplifié les efforts qui ont été faits par le régime défunt dans le cadre de l'acquisition des équipements. Ce qui est très bien, c'est-à-dire que l'État est une continuité. Oui, l'État est une continuité. L'État est une continuité. Maintenant, si vous êtes... Ça, c'est à saluer quand même. Oui, je dis, je m'en réjouis. Ouais, okay. Je m'en réjouis. Maintenant, le reste, oui, le reste, vous êtes parlementaire, vous êtes membre du CNT, il faut écouter les cris de cœur qui viennent du pays profond. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport au plan sécurité. Il y a beaucoup de choses aussi. Notamment actuellement dans le centre du Mali. Dans le centre du Mali. Même vers chez moi à Kita. Oui, non, parce que l'insécurité résiduelle. Non, pas l'insécurité résiduelle. C'est pas des détails quand même. Non, j'ai dit résiduelle. C'est pas l'insécurité résiduelle qui s'est fait. C'est des pans du territoire aujourd'hui qui sont obligés soit de coopérer avec les groupes armés djihadistes ou d'accepter certains arrangements. Alors, ça, c'est des faits. Vous savez, nous, on est sur un plateau de télé. D'accord, merci monsieur. Je ne crains que le temps. Non, encore une fois, quand je parle d'insécurité résiduelle, moi, en revenant il y a à peine 10-15 jours sur la route de Kita, j'étais témoin d'une attaque. Mais on ne peut pas dire c'est des terroristes, ce sont des coupeurs de route. Ça, malheureusement, aujourd'hui, on est face à une nébuleuse qui, aujourd'hui, même les premières puissances militaires du monde auront du mal parce que ce n'est pas des gens identifiés. Ils sortent des Niayes, ils se mettent au bord de la route avec quelques motos, ils font leur coup pendant 1 heure ou 2 heures. Non, il faut différencier. On va prier ensemble. Oui, on prions tous ensemble. Mais pointer du doigt, mais je pense que entre 2013 et 2018,
c'est quand même un fait. Voilà, c'est un fait. Non, c'est quand même un fait. Mais j'en appelle à nos amis des 3 régions du Nord. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, si vous leur posez la question par rapport à 2012-2013, ils n'iront pas dans votre sens. D'accord, messieurs, on va essayer d'avancer. On va essayer d'avancer. On va prendre notre deuxième sujet, si vous le voulez bien. Voilà. Il s'agit de la nomination en date du 21 novembre, juste le lendemain du général Abdoulaye Maïga, voilà, qui devient chef de gouvernement, qui auparavant était porte-parole, ministre de l'administration territoriale. Aujourd'hui, il devient chef du gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'il va incarner vraiment son rôle à 100%? Oui, bon, ce n'est qu'une confirmation. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il était dans l'antichambre déjà. J'allais dire qu'il était dans la chambre du Premier ministre. Vous voyez. Maintenant, est-ce qu'il va incarner ça? Tout dépend. Moi, je pense que la vision, le cap est fixé ailleurs. C'est ça. Il faudra maintenant, est-ce que le cap, on le saura dans les jours à venir, peut-être aujourd'hui, comme il y a Conseil des ministres, on saura si le chef de l'État va fixer le cap, va donner les orientations, et en fonction de ça, c'est le Premier ministre qui travaille en fonction des orientations du chef de l'État. Et les résultats, nous les jugerons en fonction de ça. Maintenant, il incarne déjà une bonne carrure pour ça. Bon, ça, carrure, c'est pas le plus important. En fait, à mon avis, c'est pas aujourd'hui le plus important. Ouais. Le plus important, c'est ce qu'il va apporter comme changement et quelle orientation on va lui donner qui va créer une différence avec ce qui s'est passé. Et là, bon, en termes de ton et de trucs, je vois le nouveau Premier ministre n'est pas assez loin de son prédécesseur. D'accord. Monsieur Cissé? Bon, pour sa carrière et son expérience maintenant, je ne m'inquiète pas. Maintenant, on va juger le maçon au pied du mur. Nous n'allons pas lui offrir le blanc-seing. On va le juger comme tout ministre. C'est un poste politique. C'est un poste politique, il faut le dire. Et on sait bien le rôle que Dr Choguel Kokala Maïga avait joué à ce niveau-là. Il était vraiment le bouclier politique, il était la tête pensante politique. Et Général Abdoulaye Maïga n'est pas un politicien à la base. Tout à l'heure, je le disais, même s'il n'était pas politique, il a réussi quand même à ramener la classe politique autour de la table. Ça, quand même, il faut le reconnaître. C'est pas acquis pour l'instant. Non, je dis, il avait réussi à le faire pendant les 3-4 mois où il avait remplacé le monsieur Choguel. Il entreprenait des démarches déjà dans ce sens pour rallier vraiment. Où il y a beaucoup de débats où la classe politique a accepté de venir. Je pense que c'est dû aussi à la personnalité de l'homme. Ce n'est pas quelqu'un de clivant, ce n'est pas quelqu'un de belliqueux. Il est plutôt dans des concertations. Et aujourd'hui, le Mali ne se fera que dans la concertation. Il ne sert à rien d'être clivant, peu importe l'objectif que nous avons, il est temps de ramener tous les Maliens, y compris la classe politique qui aujourd'hui est décriée, mais tôt ou tard, la chose reviendra à la classe politique. S'il faut le juger, qu'est-ce qui vaut politiquement? Qu'est-ce qu'il vaut politiquement aujourd'hui? Comme il n'est pas politique. Il n'est pas politique, mais il va jouer un rôle politique quelque part. J'ai fait son bilan sur les 4 mois où je pense qu'il a obtenu beaucoup de choses avec la classe politique que son patron d'alors n'a pas pu obtenir. Et je pense qu'aujourd'hui, je l'ai vu et puis je suis heureux qu'il garde aussi l'administration territoriale. C'est-à-dire qu'il y a une continuité. Il a un très bon secrétaire général au niveau du ministère de l'administration territoriale, c'est-à-dire que ça présage de bonnes choses, ça augure de belles choses. Et allons à cela, c'est vraiment, encore une fois, il n'est pas clivant. Et ça, c'est très important. Il est temps qu'aujourd'hui, au Mali, qu'on calme le jeu, qu'on apaise et qu'on aille vraiment à de la réelle politique, c'est-à-dire la politique des solutions pour nos populations, et non la politique des attaques, des gens belliqueux. Non, ça n'apporte rien aux Maliens et au quotidien des Maliens. Les Maliens ont besoin d'hommes d'envergure, des gens qui incarnent un espoir, des gens qui savent amener des solutions. Mais dire qu'un tel est moins beau que moi, il a plus de caractère que moi, le Malien, moi je suis de la communication institutionnelle, ça c'est les marketeurs politiques, aiment ça, il faut s'habiller comme ça, il faut avoir telle posture, mais le Malien qui est au fin fond de mon village Akita, lui ne regarde pas ça, lui c'est qu'est-ce qu'il y a dans le panier de la ménagère, qu'est-ce qu'il mange le soir, il y a du courant, il n'y a pas du courant, est-ce qu'il est en sécurité, voilà des réalités. Et c'est ça, sur ça que nous allons le juger, et non
On est quand même obligé par sa nouvelle fonction hein, de jauger sa capacité politique, hein, parce qu'il va falloir aussi avoir ce bras de fer. Oui, en fait, déjà, Fadima, la mise en place même de son équipe, à mon avis, était un rendez-vous manqué. Oui, je pense. La recomposition du gouvernement. La recomposition du gouvernement. D'accord. Je pense que après la démission après le limogeage du Premier ministre, à mon avis, moi je pense que le chef de l'État devrait faire de larges consultations. Il ne s'agit pas d'amener un gouvernement politique. Moi je ne suis pas pour un gouvernement politique dans ces conditions-là. Ça n'arrange pas le pays. Le contexte ne favorise pas. Maintenant, il faudra, le chef de l'État, à mon avis, devrait expliquer la démarche aux acteurs politiques, aux acteurs de la société civile, et maintenant qu'on se mette d'accord sur ce que l'équipe qui a été mise en place va faire. Ça devrait être partagé. Ça n'a pas été partagé déjà. C'est-à-dire, quand vous dites partager avec la classe politique. La classe politique, la société civile. En fait, on devait consulter pour composer le gouvernement. Non, oui, mais on devrait il fallait quand même une certaine inclusivité. Il fallait ça. Il fallait la démarche. Ça revient au partage de gâteau. Non, pas un partage de gâteau, si c'est. Je suis pas allé loin. On peut pas l'exclure. Non, si c'est. Je suis pas allé loin dans mon truc. Je vais expliquer ce que je voulais que le chef de l'État fasse. Oui, il a limogé le Premier ministre. Il dit voilà la situation, voilà. Voilà, nous voulons faire. Nous ne voulons pas un gouvernement politique. C'est vrai que les politiques peuvent être intéressés par des postes ministériels. Ce n'est pas le moment. Le rôle des politiques, des partis politiques, c'est conquérir le pouvoir. Et ils doivent se préparer à conquérir le pouvoir. Je suis d'accord avec vous. Vous les faites savoir ça. Vous dites, voilà, on va mettre en place un gouvernement. Voilà le cap qu'on va faire. Avec un agenda assez clair, des orientations précises. Et je demande, voilà, on a besoin de votre soutien pour ça. Ça les amène dans le rang et ça les fait penser qu'ils sont importants. Ils jouent un rôle important dans le conduit de la transition. Cela n'a pas été le cas. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'antécédents ou de blocages entre le gouvernement et la classe politique par rapport à plusieurs dossiers qu'il faut gérer et qu'il faut si le Premier ministre, s'il veut vraiment aller rapidement et réussir, poser les premiers pas, comme vous l'avez dit, il faut aller dans le sens de l'apaisement. Et le sens de l'apaisement veut dire qu'il faut faire des concessions à la classe politique, non seulement dans les discours, mais aussi dans les actes. Sans ça, je vois mal comment l'actuelle équipe... Parce que là, il faut pas se tromper. C'est vrai que le M5 est mort de sa belle mort, mais il y a un noyau politique. Attention, le phénix peut renaître de ses cendres. Oui, non, le phénix, je suis sûr de ça. Il va pas renaître. Le M5 appartient à l'histoire. Ok. C'est peut-être d'autres formes, d'autres fronts peuvent se constituer, mais plus le M5, c'est au musée. C'est au musée. C'est au musée. Voilà, c'est un peu important que si le Premier ministre parte dans le sens de l'apaisement, il prend l'encre avec la classe politique, mais là, ça ne suffit pas. Il faut poser des actes. Les actes aujourd'hui, ils les savent mieux que moi. Vous pensez qu'il doit revoir une nouvelle approche de dialogue avec les hommes politiques? Oui, bon, moi qui est un peu fan de la langue latine, je dirais si vi pacem para bellum, c'est-à-dire qui veut la paix prépare la guerre. Il a intérêt aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, de tempérer, d'apaiser. Et comme il a dit, d'appeler tout le monde. Mais où je ne suis pas d'accord avec M. Doumbia, c'est le fait d'appeler les gens avant la constitution du gouvernement. On connaît le Mali. C'est-à-dire, si vous le faites, vous allez mettre 2 mois pour constituer un... J'ai fini. Mais pour moi, aujourd'hui, il y a une équipe qui est là. Dieu leur a confié cette tâche-là pendant X temps. Je pense qu'aujourd'hui, une fois que l'équipe est constituée, maintenant à Abdoulaye Maïga, comme vous le dites, hein, de convoquer la classe politique, la société civile et travailler ensemble pour un cap. Le seul cap qui existe aujourd'hui, c'est la fin de la transition. Le cap est connu. L'agenda n'est pas connu, peut-être, ça je suis d'accord avec vous, mais le cap est connu. Le cap c'est quoi? C'est d'organiser les élections, déjà présidentielles, après les élections locales, donc législatives, communales, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, dire qu'il faille d'abord rencontrer les gens
avant de constituer le gouvernement, on ne va pas s'en sortir, ce serait le serpent qui se mord la queue. Et vraiment, c'est du superfétatoire. Donc il faut vraiment sortir de ça. Je sais qu'en Afrique, on aime beaucoup ça, on se réunit, mais c'est pour ça que je disais que ça devient du partage de gâteaux, gouvernement d'union nationale, celui qui sort après, il se retrouve dans l'opposition. Donc ce n'est pas une solution, quoi. Je ne dis pas que c'est forcément des technocrates qui sont là, je ne dis pas qu'ils sont bons ou qu'ils sont mauvais, d'où je dis que nous allons juger le maçon au pied du mur. Mais ne soyons pas trop durs déjà, ne présageons rien avant, laissons-les travailler et je peux vous assurer, malgré mon rôle au sein de la transition, si il y a un manquement, je ne manquerai pas de sortir. Pourtant il est attendu sur certains chantiers. Ah oui, mais heureusement qu'il est attendu. Et ces chantiers aujourd'hui sont énormes. Non, mais les chantiers aujourd'hui, on voit des insuffisances sur certains chantiers. Hein. Oui, justement. Déjà, on a vu avec le ministre en charge de l'énergie, voilà ça, on espère. Je pense qu'on est tous là, nous sommes. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Heureusement d'ailleurs. Il ne va pas réussir à 100% ce qu'il a à faire, mais encore une fois, qu'il réussisse l'essentiel. C'est la paix et aller aux élections. Moi, pour moi, le chantier est là. Après, les histoires d'électricité, on est tous là, on sait que ça ne va pas, il ne faut pas mentir aux Maliens, il ne faut pas raconter des cracks aux Maliens, ça prendra du temps. C'est un chantier attendu. Voilà. Oui, si c'est... Il est peut-être, ils disent le cap, c'est la fin de la transition, mais... Entre-temps, les Maliens doivent vivre. Hein. Oui, mais même ça. Aujourd'hui, il y a des ambiguïtés, lui le sait. Il y a des ambiguïtés même par rapport à ça. C'était quoi? Quand on a dit léger report, on était déjà en septembre 2023. Oui. Et là, depuis, il n'y a plus rien. Oui. Il n'y a plus rien. Personne ne sait. Une fois, c'est le contexte. Oui, c'est le contexte. Non, on peut avoir une bonne volonté. Non, si c'est. Moi, je vais plus loin encore. Sans si c'est plus loin. On était venu pour 18 mois. Si c'est. Non, donc, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. En fait, c'est qu'il faudra qu'on se mette d'accord. C'est là le plus important aujourd'hui, c'est qu'il faut se mettre d'accord. Moi, je peux être d'accord avec vous que l'agenda, ce n'est pas le problème. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça le plus important aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on juge ce qui a été de l'annonce du léger report à maintenant, concrètement, qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de la tenue des élections? Le dialogue est quasiment rompu entre le gouvernement et la classe politique. Presque. Bon, est-ce que c'est pas dû justement au retour? Non, dû ou pas, c'est quand même un fait. C'est un fait. C'est un fait. Quand je dis dû, c'est que ça veut dire que je reconnais les faits. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître, comme je dis, nous sommes dans un contexte. On peut avoir la meilleure volonté parfois et pour être dans l'attelage, parce que comme je l'ai dit, on a eu la première version de la loi électorale. Vous vous souvenez? J'ai fini. Et aujourd'hui, on a une autre version qui est sur la table du CNT qui sera débattue et votée avant la fin de la session, c'est-à-dire avant fin décembre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas voter une loi électorale, modifier une loi électorale pour la mettre dans le tiroir. Il y a des choses qui sont faites, peut-être qu'aujourd'hui, oui, on peut le reconnaître, il y a peut-être un déficit communicationnel. Pour moi, si vous me demandez, en tant que communicant, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais qui n'ont pas été vulgarisées. D'où je comprends votre interrogation et dire qu'est-ce qui a été fait. On va se rejoindre. C'est aujourd'hui peut-être que le gouvernement, en tout cas l'équipe actuelle, doit accentuer la communication pour que celui qui se retrouve, même à Tezawaten, qui puisse avoir l'information et la quintessence de ce qui l'intéresse. Le fait qu'il y ait ce manque de vulgarisation, ça veut dire que le boulot n'est pas abouti quelque part. Bon, non, oui ou non, il n'y a pas de demi-mesure. Si, il y a des demi-mesures, je ne peux pas... Après, non, c'est oui ou non. Je ne suis pas... C'est abouti ou pas abouti quelque part? Non, j'arrive... Le gouvernement a été recomposé à 80% avec les mêmes personnes. Et ici, vous l'avez dit, que ce n'était pas nécessaire de pouvoir consulter d'autres personnes ou même de rendre la composition encore plus inclusive que ça. Que l'équipe qui est là, il faut la laisser travailler. Mais quand l'équipe qui travaille a des failles, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est ce qu'on appelle la veille citoyenne. C'est-à-dire au Mali, je veux le dire aussi en bon anglais. Non, la veille citoyenne, il faut aussi admettre quelque chose. J'arrive. Les citoyens font pleinement confiance à cette transition. Non, justement. Non, ça, c'est pas la veille citoyenne. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai l'impression que le citoyen malien a démissionné de la chose politique.
On l'a fait démissionner de la chose politique. Non, je finis mon... Pas un argumentaire d'ailleurs, mais j'ai fini comme ma perception, moi qui viens de l'extérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas que les gens viennent, peu importe les moyens par lesquels ils sont arrivés aux affaires. C'est-à-dire j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on dit voilà, ils sont au gouvernement, donc ils savent tout, ils connaissent tout. On le voit même dans nos mairies. Vous demandez à 90% des Maliens, vous êtes au Mali avant moi, ils ne savent même pas quel jour se tient le conseil municipal de leur propre commune. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, la veille citoyenne doit exister. Si le gouvernement se permet de faire beaucoup de choses, parce qu'il n'y a pas cette épée de Damoclès. Et là, c'est le parlementaire qui vous parle. Là. Ouais, on a besoin de cette veille citoyenne, de cette épée de Damoclès de la population pour dire attention, vous êtes là pour nous et non pour vous. Vous êtes là pour servir l'intérêt public, l'intérêt général. Donc, s'il y a un manquement, c'est aux gens de se mobiliser. Moi, je vous dis clairement. Il y a des représentations, il y a des représentants de ces gens quelque part. Moi, plusieurs fois, sur fonds propres, j'ai voulu organiser des petits comités pour faire des restitutions ou même de dialoguer avec les gens. Si vous ça me fait mal au cœur de le dire parce que mon DTV est suivi un peu partout. Si vous ne donnez pas de l'argent, les gens ne se mobilisent pas. Mais je crois qu'il y a des gens qui sont à l'Assemblée nationale qui doivent être aussi des garde-fous pour ces citoyens qui ne font pas la veille citoyenne. J'ai dit, moi, en tant que parlementaire, j'ai initié ce genre de choses. On se retrouvait quasiment entre 4 pelés parce que les gens, ils sortent de... Donc ça veut dire que là-bas, il y a déjà un problème, un gros problème. Il y a un problème aujourd'hui dans la conception de la citoyenneté du Mali. C'est-à-dire... Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de contrôle gouvernemental? Oui, aussi, ça fait partie de... Okay. C'est-à-dire que maintenant, la démocratie... Maintenant, on est arrivé. La démocratie, je finis chacun, s'il vous plaît. La démocratie, c'est un ensemble de choses. C'est-à-dire que ce n'est pas que le gouvernant ou le gouvernement qui a une obligation de résultat. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir dans nos carrés l'état d'insalubrité. Ça n'incombe pas qu'au maire forcément. Vous voyez, c'est tout un chacun. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne que le Mali, c'est pour nous tous. Ce n'est pas pour le général Assimi Goïta. Monsieur Cissé, vous oubliez qu'il y a des personnes qui sont assermentées, qui sont plus habilitées que d'autres citoyens à pouvoir faire ce contrôle. Bon, peut-être que c'est ma mentalité française. Là, peut-être que moi, il ne me viendrait pas chez moi dans le 13e arrondissement de voir une ampoule qui ne fonctionne pas pendant X jours sans que j'interpelle en tant que citoyen le maire. C'est tout ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que même le citoyen malien est en train de... Parce que le citoyen n'a peut-être pas eu cette éducation. Monsieur Cissé, merci beaucoup. Chara, oui. En fait, il parle de veille citoyenne. Moi, je ne parle pas de veille citoyenne. Je parle d'abord du veille parlementaire. Oui. Aujourd'hui, Fadima a bien eu à évoquer dans son intervention, il parle du contrôle gouvernemental. Oui. Aujourd'hui, les problèmes s'entassent, mais on n'a pas vu d'interpellation au niveau du CNT. Et pourtant, c'est votre rôle, ça ne demande pas d'argent. D'accord. Il y a eu des interpellations? Oui, nous on laisse. Non, j'arrive. Il y a eu des interpellations où après, celui qui était aux affaires, il s'est senti indexé. Vous suivez l'actualité comme moi. Vous avez vu les sorties de ces vidéomans contre le CNT. Non, j'arrive. Et aujourd'hui, encore une fois, on est dans un contexte qui fait que une session, je vais vous dire clairement comment le CNT travaille. Une session, je le sais déjà. C'est 3 mois. En 3 mois, entre les projets de loi, les écoutes, ainsi de suite, les interpellations, les questions d'actualité, parce qu'il y a l'interpellation et les questions d'actualité. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aller à une cohésion gouvernementale, parce que on a vu qu'à un moment donné, depuis 1 an, si vous me demandez à moi, Mbouye Cissé, je dis que cela faisait au moins 6 mois, 1 an, que le gouvernement était un peu balbutiant. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle équipe. Faisons confiance à cette équipe-là. C'est les mêmes personnes, pourtant. Nouvelle équipe, on a changé juste quelques têtes et on n'a pas changé des têtes, des endroits clés. Il y a quand même 6 ou 7 personnes qui ont quitté le gouvernement. Est-ce qu'ils étaient à des postes clés aussi? Bon, pour moi. La culture, c'est pas la politique culturelle qui va... Ah si, justement, même dans la quête de la souveraineté, je peux vous dire que la culture est un pan important. Et je dirais même que la culture et l'éducation sont transversales. Donc, il ne faut pas minimiser. Oui, mais pour un pays en guerre, oui, il ne s'agit pas de minimiser, mais on veut dire qu'il y a des postes clés, par exemple, aux infrastructures. Les infrastructures, aujourd'hui, ça tape à l'œil par rapport à la culture au quotidien. Moi, je suis un républicain, je dirais même, je suis un régalien. Tous les postes du gouvernement et même des directions régionales sont importants. C'est maintenant qui incarne la fonction, comment il l'incarne, avec quels moyens. Sinon, les 30 départements
sont aussi importants. On est d'accord avec, mais il y a certains départements qui sont des départements clés quand même. Oui, il y a comme on dit, les départements de souveraineté. Oui, vous parlez de la défense, vous parlez aussi des affaires étrangères. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites de ce côté-là. Je disais tantôt la défense. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que il faut mettre balle à terre, il faut apaiser. Qu'est-ce qui doit concrètement changer et qui doit être vraiment mis en œuvre avec cette nouvelle équipe? Chara. Mais ce qui doit changer, c'est à ceux qui ont eu la confiance du chef de l'État, voilà, de le dire. D'incarner aussi ça. Moi, je pense que... Excusez-moi, d'être force de proposition. C'est-à-dire quand on vous nomme, il ne suffit pas de vous dire on vous a nommé et puis on vous laisse, vous avez dit tout à l'heure, hein, avoir un cadre et une stratégie. D'accord, le président peut décliner ça, mais après, à chaque ministre d'en faire son affaire. C'est aussi ça. Oui, mais en fait, oui, chaque ministre doit faire. Comme Fadima l'a dit, on veut faire du nouveau avec des anciens. C'est une équipe dont les membres... Concrètement, qu'est-ce qui pourrait changer ou pas? C'est au Premier ministre et au président de dire qu'est-ce qui va changer. Je suis d'accord. Maintenant, ce que nous voulons, comme si c'est l'a dit, moi je pense plutôt qu'il faut aller dans un sens de l'apaisement aujourd'hui. Pas l'apaisement non seulement avec l'interne, même au niveau international. Je suis d'accord. Il faudra changer de cap à ce niveau. Oui, on ne peut pas être contre tout le monde ne peut pas être contre nous. Il faut poser les bases. Mais je suis un peu sceptique par rapport au choix, à certains choix dans le nouveau gouvernement. Est-ce qu'avec ces choix-là, ce que nous voulons maintenant, ce qui peut être assez, à mon avis, assez profitable au pays à cette étape-là, est-ce que ceux qui sont là aujourd'hui peuvent incarner ça? Avec tout ce qui s'est passé récemment, il y a des discours qui ont été tenus, et la volonté de changer ces paradigmes-là aurait voulu qu'il y ait des hommes nouveaux à certains niveaux qui viennent porter ces changements-là. Et quel département? Ces changements, je ne dirais pas de département. Je ne dirais pas de département, mais vous le savez que moi, aujourd'hui, mais tout le monde, on est tous... Justement, vous êtes au Parlement, vous les voyez, vous les convoquez la plupart, et vous voyez ceux qui viennent. Ceux qui viennent, ceux qu'ils annoncent comme travaux qu'ils ont déjà pu effectuer, et les manquements même souvent pour des travaux qui n'aboutissent pas. Donc vous êtes plus dans le secret des dieux que nous. Non, pas forcément. Comme vous l'avez dit, nous, on contrôle l'action gouvernementale, mais ceci étant dit, encore une fois, à chaque ministre d'exister, quoi. De ne pas être là, aller au Conseil des ministres par mimétisme. Le chef de l'État, c'est vrai qu'il doit incarner, le chef de gouvernement, il doit incarner quelque chose. Mais si les personnes qui sont là ne sont pas proactifs, ça restera dans les tiroirs. C'est aussi ça. Être ministre, c'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Soit on est capable, soit on ne l'est pas. On est dans une période, comme vous avez toujours évoqué, on est dans une période assez exceptionnelle. Je pourrais même paraphraser le président Malick Diaw, le temps aujourd'hui est notre ennemi. D'accord. Est-ce qu'avec ce nouveau gouvernement, on peut espérer avoir un climat économique assez favorable? Même si en réalité, on a plus en vue le ministre de l'économie, la ministre de l'emploi, elle a été changée. Voilà, justement, parce que après, pendant même le salon de l'emploi, on se demande quel emploi au Mali. C'est aussi clair que ça. Bon, moi, comme je le dis, hein, le Mali de tout temps s'est inscrit dans le multilatéralisme. Donc, on a le Mali, en tout cas de ce que je sache, de ce que je vois au niveau des affaires étrangères, le Mali n'a fermé la porte à personne. Ce que le Mali a demandé, c'est de respecter le Mali et les Maliens dans leur choix. Et non d'imposer des choses qui veulent travailler avec nous en bonne intelligence. Comment je puis dire ça? Et qui respectent. Il faut qu'on respecte le Malien et l'Africain, surtout en général. On ne peut pas venir nous imposer des choses sur souvent nos propres deniers ou
C'est-à-dire des histoires d'aide publique au développement, des choses comme ça, tout ça c'est bien, mais la main qui donne, elle est toujours au-dessus de la main qui reçoit. C'est-à-dire aujourd'hui, on parle de souveraineté, moi j'y crois. C'est peut-être, ça ne se fera pas de notre vivant, mais il faut amorcer. Et le Mali, je répète, hein, le Mali a toujours, depuis le temps de Modibo Keïta, le Mali a toujours été dans du multilatéralisme. Mais d'autres disent que non, si vous choisissez tel partenaire, nous on ne travaille pas avec vous. Monsieur Cissé, ce n'est pas un positionnement de l'État malien. Monsieur Cissé, par rapport aux partenaires et tout, qu'ils soient russes, turcs ou français, qui ne l'est plus, comment le citoyen malien, vous êtes quand même quelqu'un qui est dans le Parlement, comment le citoyen malien peut toucher du doigt ce partenariat? Je pense que est-ce que c'est pas ça la finalité de ce partenariat, le citoyen malien? Un partenariat pour un citoyen lambda ou un citoyen malien n'est pas palpable. Parce que c'est des... Mais il doit le ressentir, il doit le vivre, il doit le respirer. Je vais le dire en bambara. C'est ce genre de choses, ce n'est pas des choses qu'on peut quantifier à court terme. C'est des choses qui se quantifient à long terme. Parce que c'est des contrats souvent qui sont assez longs. Et parfois, nous, on est en train de... On vote des lois aujourd'hui qui, aujourd'hui, n'auront pas d'impact tout de suite. On est d'accord. Qui auront des effets beaucoup plus tard. C'est pour ça que je dis que Sandy Korowashi, quoi. Donc vraiment, il faut comprendre, encore une fois, il faut comprendre que cette histoire de... Le développement peut être palpable, mais les partenariats, là, c'est du long terme. Et c'est au quotidien. Je dirais, c'est au quotidien. Maintenant, il faut que d'autres partenaires, et nous aussi, qu'on aille vers d'autres partenaires, et ne pas ouvrir plusieurs fronts là, à la fois. Donc ça part toujours dans l'apaisement, il l'a dit. D'accord. Même avec l'international. Merci, merci. Et chacun, une dernière pour celle-là, et puis on passe au prochain sujet. Je ne suis pas beaucoup d'accord avec Cissé sur quand il dit... il parle de souveraineté. Vous savez, le Mali a toujours été un pays souverain. Vous avez bien évoqué Modibo Keïta. De Modibo Keïta à Assimi Goïta, chacun a joué son rôle. Maintenant, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est qu'il faut travailler avec tout le monde. Et l'équipe actuelle de transition doit avoir cette intelligence-là. Il y a un président qui était ami de tout le monde. Atiti était, père son âme, était ami de tout le monde. Il acceptait Kadhafi chez lui, il acceptait tout le monde. Ça n'a pas empêché ce qu'il arrive. Oui, ça n'a pas empêché ce qui lui arrive. Voilà. Mais c'est ça aussi. Maintenant, vous dites que les citoyens disent que les citoyens ne sentent pas. Non, je vous rappelle que aujourd'hui, vous allez voir dans certaines localités où l'État n'est pas présent. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, du partenariat. Du partenariat. Voilà. Je parle du partenariat. Avec notamment certains pays étrangers. Oui, parce que c'est là où je vais venir. Oui. Beaucoup d'ONG sont financées par l'argent de quoi? C'est pas l'argent du gouvernement malien. C'est l'argent qui vient de l'extérieur. Et ça profite aux communautés locales. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais tu ne peux pas être d'accord avec moi, c'est une triste réalité. Vous allez voir des localités au Mali, si c'est des localités au Mali où l'État ne fait rien presque. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dans la région de Caille, il y en a beaucoup. Attendez. Il y en a beaucoup de localités où c'est... La région de Caille? Non, il y en a... Si vous prenez la région de Caille, ce ne sont pas les ONG qui opèrent, c'est la diaspora. Il faut, vous êtes parlementaire, allez-y demander. Il y a des localités, je vous dis. Moi, je ne vous dis pas que ce que vous dites n'est pas vrai. Je dis que ce n'est pas des agents de développement. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut que l'État soit fort, il faut que l'État s'assume. On est d'accord là-dessus. Donc, les ONG là, une ONG ne va jamais développer un pays. Ça, il faut qu'on s'assure. Il est temps, à un moment donné, qu'on s'assume. C'est-à-dire, on a trop été habitués. Il ne s'agit pas des ONG souvent. Non, j'arrive. Non, écoute, je ne parle pas. Non, j'ai rectifié. On a eu le cas. Non, il faut pas rectifier, vous l'avez dit. Non, dans un débat, c'est déjà parti. Non, tu veux amener là ou non? Non, je vais laisser parler. Non, laisse-moi. Vous voulez m'amener sur un terrain que je n'ai pas dit. Je réplique à vos propos selon lesquels. Ah, mais donc moi je réplique aussi. Selon lesquels ces partenaires-là ne bénéficient pas aux citoyens. Je voulais juste rectifier ça. Sinon, je n'ai pas dit. Ah non, ce n'est pas ça. Non, je n'ai pas dit que. Je pense qu'elle est là. Je ne sais pas. Non. J'ai dit palpable. Oui, mais palpable. Non, palpable et bénéficier, c'est différent. Oui, mais palpable, qu'est-ce que. Ne soyons pas dans la sémantique de la nuance. C'est ça. Ne soyons pas dans la sémantique de la nuance. Moi, je ne dis pas que les ONG. Mais palpable, c'est bénéficier, hein. Non, pas forcément. Et je n'ai pas dit que les ONG apportent du développement. J'ai ma vision du développement. Voilà. On est d'accord. C'est ça. On est d'accord. Qui est différent du. Moi, mon souci,
c'est l'État, ce n'est pas les ONG. Je vais faire une petite parenthèse. Hein. Quand la MINUSMA est partie, beaucoup s'inquiétaient en disant que beaucoup d'emplois, beaucoup vont perdre leur emploi. Mais je disais souvent que c'est vrai, c'est malheureux, mais la MINUSMA n'est pas l'Agence nationale pour l'emploi. La MINUSMA n'est pas venue pour créer de l'emploi. Mais elle a quand même bouché un grand trou de l'emploi. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Oui, mais c'est pas son rôle, mais... Ne dites pas, mais ce n'est pas son rôle. Maintenant, la MINUSMA a été jugée sur quoi elle est venue faire au Mali, et non sur le fait qu'elle a été large en emploi. Voilà, il faut faire attention. Monsieur Cissé, c'est un fait quand même qui est là. Elle a quand même permis à pas mal de personnes d'avoir un emploi. Oui, mais ce n'est pas la vocation. Maintenant, ce n'est pas sa vocation. Est-ce qu'elle a réussi sa mission? Je pense que tous les Maliens sont unanimes là-dessus que ce n'était pas sa vocation dès le départ. Mieux que ça encore, moi je vous pose la question, est-ce qu'elle a réussi sa mission? Est-ce que la MINUSMA a réussi sa mission? Mais c'est le Mali aussi qui a laissé faire. Hein? Non, attendez. Quelque part. Non. Vous me relancez, d'accord, mais là vous prenez position comme journaliste et c'est un terrain glissant. Bon, on va changer de sujet tout simplement. Voilà, c'est un terrain vraiment très glissant. Donc on va aller sur un autre sujet. Il s'agit de la situation de Joliba TV News et la HAC. Voilà, une plainte a été déposée par le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso le 12 novembre dernier et une décision est tombée comme quoi Joliba TV News devait perdre sa licence. Entre-temps, il y a beaucoup de médiation en cours. Chaga, vous qui êtes homme de médias, comment vous voyez un petit peu tout ça? C'est une situation assez triste, déplorable et condamnable. Le retrait, qui n'est pas encore définitif, parce qu'il y a des recours possibles. Voilà, il y a des recours. On attend l'examen du recours gracié avec toutes les médiations entreprises par la maison de la presse et l'ensemble des organisations professionnelles des médias. On attend les résultats, mais à ce niveau, moi, à mon avis, je ne pensais pas qu'on pouvait arriver à ce niveau. Et retirer la licence à un média, à une télévision, pour avoir donné la possibilité à un citoyen de donner son point de vue, c'est vraiment très regrettable. Et à mon avis, c'est un recul majeur. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Cissé, votre... Oui, effectivement, c'est une décision malheureuse et regrettable. Hein. Je suis d'accord avec Chaka Doumbia. Je tiens aussi à saluer le rôle de la maison de la presse pour essayer de négocier et que cette décision ne soit pas définitive, mais j'accuse un peu la maison de la presse aussi. Peut-être qu'il faudrait sensibiliser en amont. Il faut être... voilà, il faudrait peut-être... Vous accusez ou vous conseillez? Je conseille. D'accord. Voilà, je conseille d'être plutôt dans... Parce qu'aujourd'hui, vous savez, votre métier devient de plus en plus difficile. Au Mali, on n'arrive plus à faire la différence entre qui est média, qui est vidéoman, qui est journaliste, qui est chroniqueur, qui est animateur. C'est un fourre-tout. Et c'est même, je dirais, ça fait plus de mal à la profession. Il y a des gens comme vous et d'autres qui ont passé des années sur les bancs de l'université pour apprendre ce métier-là. Certains se lèvent avec un micro et un téléphone à 15 000 francs et qui viennent vous concurrencer alors que vous, il y a un investissement en temps, en moyens, en matériel. Eux, moins que ça. Et souvent, on a l'impression qu'ils ont même plus pignon sur rue que les télés ou les médias comme le Challenger qui font un travail sérieux. Mais malheureusement, c'est l'ère du temps et il faut cadrer ça. C'est une décision, encore une fois, que moi, je déplore en tant que... Quelque part, je suis un homme de médias aussi, mais pas que je ne suis pas dans du corporatisme, mais vraiment, ensemble, nous sommes dans un contexte très difficile, surtout avec les pays voisins. Il faut extrêmement faire attention. Je pense qu'on a assez à faire localement. On a assez à dire, ouais, on a passé plus d'1 heure de temps sur l'actualité malienne et encore, Madame Maïga nous a coupé en chemin. Donc je pense qu'il y a assez à faire au niveau local. Tout ce qui est sensibilité et susceptibilité au niveau des voisins ou du monde extérieur, soyons vraiment pédagogues. Voilà, il faut faire preuve d'autodiscipline, du tout. Et puis pour mon ex-collègue
Je pense que par moment, quand je regardais sur Djoliba TV, je ne savais pas s'il était chroniqueur, s'il était en politique. C'est selon son humeur du jour. Et moi, j'ai écouté les propos, j'ai été offusqué en tant que Malien, pas en tant que Burkinabé ou AS, mais parce que je trouve il est parti trop loin. Et ça, c'est pas de la presse, en fait. C'est pas de la presse. Maintenant, comment faire là? Est-ce qu'il est chroniqueur de Djoliba TV? Il était chroniqueur de Djoliba TV. Oui, il intervenait comme homme politique. Ça, il n'y a que lui qui le met. L'homme est très complexe à comprendre. Pour l'avoir côtoyé au CNT et même avant, c'est malheureux. Vraiment, parce que c'est un média que j'appréciais et j'affectionnais particulièrement. Mais malheureusement, pour la liberté de ton justement, mais à un moment donné, il faut faire attention au positionnement, surtout dans un contexte. Aujourd'hui, on a intérêt à être unis. Parce que, comme disent les bons, il faut extrêmement faire attention et ménager les susceptibilités, notamment des pays voisins. D'accord. Merci beaucoup. En date du 26, je crois bien, nous avons vu aussi la convocation du Conseil supérieur de la communication du Burkina. Voilà, parce que la maison de la presse avait fait un communiqué en date du 21 quand même qui annonçait dessus qu'elle prenait compte la convocation du journaliste au niveau de la HAC, mais au niveau du Burkina, on n'avait rien vu jusque-là, jusqu'à cette date du 26 où on voit un communiqué comme quoi le journal Le Palga aussi avait écrit un article dont je ne vais pas revenir sur l'intitulé ici sur ce plateau. Donc on arrive, est-ce que vous comprenez? Voilà, exactement. Est-ce que vous comprenez cet écart entre la publication et la convocation? Alors, la publication du journal burkinabé, souvent, bon, il y a un journaliste qui est en face de moi. On peut avoir un titre accrocheur, mais j'aimerais bien savoir le contenu qu'est-ce qui est écrit dans le journal. Souvent, c'est les Ivoiriens qui aiment dire ça. Beaucoup sont des titrologues, quoi. Ils s'arrêtent au titre et puis on dit waouh. Or, l'autre, c'était un média audiovisuel. Je pense que moi, en tout cas, le contenu du journal burkinabé, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu. J'ai vu le titre ça et là, comme beaucoup d'entre vous. Peut-être que M. Chaka Doumbia, de par le contenu changerait vraiment grand-chose. Moi, je ne parle le contenu change. Le contenu est plus important que aujourd'hui, les médias sont aussi des business. Hein, donc, parfois, on met des titres accrocheurs pour vendre. Mais maintenant, le contenu, encore une fois, je suis sur Chaka quand même qui est spécialiste de la presse écrite. Oui, si, en fait, moi, je ne parle pas du contenu, je parle l'écart entre, Fadima, l'écart entre la publication de l'article et la lettre d'hier du Conseil supérieur de la communication. C'est juste, le Burkinabé veut juste faire un peu d'équilibre. Mais moi, je condamne toutes ces démarches-là, que ce soit avec le Djoliba, que ce soit au Burkina. Voilà. La liberté d'expression est un principe fondamental. Ici, elle est consacrée par la Constitution qui a été adoptée par ce régime-là, la Constitution de juillet 2023. On doit y veiller. C'est clair. Maintenant, c'est vraiment, c'est assez regrettable, ce qui se passe. Parce que ici, vous savez, Cissé, il est au CNT aujourd'hui, c'est le fruit de la lutte démocratique du peuple malien qui a été menée par des médias, avec des composantes. Les médias ont joué un grand rôle. Sans cette lutte démocratique, il y a des gens aujourd'hui qui détiennent une parcelle de pouvoir, ils n'auraient pas dû le faire. Et si nous venons un peu en arrière, si les méthodes qu'on utilise aujourd'hui, ceux qui étaient là hier, s'ils avaient adopté les mêmes méthodes, je suis sûr que c'est vrai que c'est Dieu qui trace les chemins, mais on n'en serait pas là. Les gens ici ont dit beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont partis jusqu'à dire sur la télé publique que le président doit démissionner, un président démocratiquement, il y tenait bien. Il n'y a eu rien. C'est aussi le charme de ça. Et je suis vraiment sidéré qu'un gouvernement, un régime issu de cette lutte-là se considère à cette manière-là et qui vient
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi un peu l'effet AES qui a vraiment... Oui, mais c'est ça le problème. Rendu cette histoire un peu plus... voilà. Oui, mais c'est ça le vrai... Notre problème aujourd'hui, c'est ça. C'est cette synergie d'action, je ne dirais pas synergie d'action, je ne sais pas si le mot est approprié. Corrélation entre des gouvernements qui ont un dénominateur commun et qui veut tout mettre en œuvre pour préserver, essayer de sauvegarder cette parcelle de pouvoir qu'il détient. Parce que c'est une question de pouvoir, je ne pense pas. C'est surtout une question, comme je l'ai dit tantôt aujourd'hui, en étant malien ou même africain, quand on regarde les réseaux sociaux, on est tous sur les réseaux sociaux, parfois c'est honteux. Quand on regarde parfois certains médias, mais en termes de contenu, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire ça ne reflète même pas notre identité culturelle. Je suis d'accord avec vous sur le combat mené par nos prédécesseurs sur la liberté d'expression. On a tous, chacun, intérêt à défendre cette liberté d'expression. Mais la liberté d'expression, la liberté de ton, à partir du moment où l'autre estime que vous avez empiété ou une atteinte à son honneur, il faut l'entendre. Et souvent, nous, hommes de médias, je m'inclus dedans, on a tendance à croire qu'on peut tout dire tant qu'on est au micro et tant qu'on est sur un plateau. Mais si l'autre estime qu'il a été offensé ou touché dans son amour propre, je pense que on doit regarder dans le rétroviseur et dire que oui, et non dire ah non, nous sommes des médias, nous sommes libres de dire ce qu'on veut et puis rien ne va se passer. Et sur ça, je parlais de pédagogie et souvent d'autodiscipline. C'est-à-dire comprendre que l'autre, il a une famille. Je parle même pas du cas du Burkina, je parle d'un aspect général, quoi. Vous avez des gens qui vous l'avez dit, hein, qui vont s'asseoir sur les plateaux, qui sont dans des attaques personnelles, qui indexent. Vous voyez, c'est souvent sur nos plateaux, à des heures de grandes écoutes, où comment on appelle ça, des co-débatteurs se traitent de menteurs. Ça, je l'ai entendu sur des chaînes maliennes. Vous mentez, monsieur. Je trouve déjà, en termes de savoir-vivre, ça, c'est pas de la liberté d'expression, ça. Chacun, oui, allez-y. En fait, vous parlez de... Moi, je pense qu'il faut pas faire il faut quand même faire la différence entre les médias, les organes en tant que tels et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous incriminez trop les réseaux sociaux. Et nous, on est d'accord. Non, on est d'accord. Oui, on est d'accord. C'est ça. Nous, on est plus victimes de ces situations plus que tout le monde. Oui. Parce que là, aujourd'hui, il y a une machine de désinformation, de manipulation qui a envahi les réseaux sociaux, qui a envahi les plateformes digitales, les réseaux sociaux, les WhatsApp, les Facebook, ça sert presque les camps qui s'affrontent, qui disent des choses. Et puis, aujourd'hui, moi, c'est mon avis, hein, les régimes en place au Burkina, au Mali, ils ont beaucoup tiré profit des réseaux sociaux pour pouvoir véhiculer assez de choses. Je pense pas que c'est... Je pense pas que c'est seulement par rapport à la pédagogie, par rapport à la pédagogie, oui. Vous avez le président de la première puissance mondiale qui est sur TikTok. Oui, c'est tous les pays du monde sur TikTok, mais oui, par rapport à la pédagogie. En fait, il y a la pédagogie, mais ce que nous condamnons, ce que nous sommes contre, les choses sont régies par les textes. Ici, on n'est pas d'accord que on va à l'extrême. Il y a des sanctions, mais moi je suis régi par une... Graduelle. Il y a des sanctions. Exactement. Il faut des sanctions. Les sanctions sont graduelles. Maintenant, aller jusqu'à retirer. J'aurais dû comprendre que, oui, le Burkina s'est plaint et que on convoque les Djoliba, on dit, bon, vous faites ça, vous faites ça. Même si cette chaîne-là avait déjà été suspendue. Oui, mais même la suspension, j'ai dit, il y a des sanctions graduelles. Pour une autre affaire, quoi. Pour une autre affaire, mais c'est graduel. Les sanctions sont graduelles. Il y a l'avertissement, il y a tout ça. Il y a même... pourquoi on n'a pas dit on suspend votre émission? C'est possible. Mais l'extrême, quand il faut inviter le... Non, moi je dis c'est ça, quoi. Monsieur Koulibaly de la hack. Non, bon, je parle pas de... Par la même veine, avec cette communication, vous pensez que les régulateurs, en parlant des régulateurs de l'AES, doivent vraiment faire un vrai travail pour pouvoir assainir? Parce qu'aujourd'hui, on parle des plateaux TD, mais on voit pire souvent dans les réseaux sociaux et souvent,
entre hommes, femmes de médias, on dit, mais sur les réseaux sociaux, on voit pire. On nous dit oui, la différence, c'est parce que c'est pas sur un plateau télé. Vous pensez quoi? Justement, c'est-à-dire que c'est très difficile d'être le gendarme de la toile. Aujourd'hui, là, je sais pas, c'est-à-dire rien que contrôler les adresses IP, quelqu'un peut aujourd'hui être un Malien, être dans un tiers pays, et comme je le dis, hein, il prend un petit téléphone à 10-15 000 francs avec un petit micro qu'il a acheté sur Internet, et il fait, mais comment vous allez le condamner? Non, si il y a beaucoup qui sont quand même sur le territoire malien. Non, Fadima, non, j'ai fini. Non, mais parce que le cas m'est arrivé, quelqu'un m'a attaqué, j'ai porté plainte. Sauf que l'adresse IP qu'on a retrouvée n'était pas une adresse IP locale, donc le Mali n'avait pas compétence A. Ça, c'est un cas personnel. C'est pour ça que je dis que moi, je ne suis pas en train de les défendre l'un de moi. C'est même moi qui ai ouvert la brèche dans le débat, c'est moi qui ai ouvert la brèche des médias sociaux. Et comment réguler? Mais vous êtes des professionnels et ça a un sens. Parce que on tape sur la, mais il y a aussi certains, même de la presse écrite. Parfois, quand vous lisez les journaux, on sent que c'est une attaque en règle. On sent que ce sont je dirais même des communications achetées, commanditées. Et ça, est-ce que ça fait grandir, est-ce que ça donne un gage de sérieux à notre profession? Ça, je vous parle parfois de la presse écrite que je lis. Parfois, si vous dressez votre propre portrait selon si vous aime bien ou pas, mais vous dites, est-ce que c'est vraiment moi? Vous regardez dans le miroir. Et ça, c'est pas les médias sociaux, c'est quand même les médias de la place qui écrivent. D'accord. Le temps, oui. Chacun assez rapidement, on va clôturer. En fait, je ne suis pas d'accord avec vous. Ça ne veut pas dire être le gendarme du monde. Fadima a posé une question. Non, de la toile. De la toile, le gendarme de la toile. Il y a des choses qui se passent au Mali, ça ne se passe pas ailleurs. On est tous d'accord là-dessus. Il y a des gens qui ne sont... Moi, je ne vous contredis pas. Non. Mais l'autorité de régulation a son rôle à dire. Il peut bien le réguler. Mais il ne peut pas le faire. Pourquoi il ne peut pas le faire? Parce qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas l'impression que les autorités de régulation n'évoluent pas dans un environnement qui garantisse leur indépendance. C'est ça l'un des grands problèmes de l'AIS. Vraiment, moi, je comprends, c'est des professionnels qui sont là-bas, mais l'environnement... Ce sont vos collègues. Hein, oui, non, c'est des professionnels, c'est des professionnels qui sont là-bas. Moi, c'est moi le citoyen, je suis étonné. Parce que mais l'environnement dans lequel... je crois qu'ils sont nommés. L'environnement dans lequel ils évoluent... On va laisser chacun terminer. L'environnement dans lequel ils évoluent ne garantissent pas leur indépendance. Et ce qui fait qu'aujourd'hui... Dans ce cas-là, qu'ils sortent, qu'ils le dénoncent. Ou qu'ils démissionnent. Qui dit mot consent. S'ils y sont, ceux qui sont... Je dis ce que je pense. Ce sont vos collègues. Non, c'est nos collègues. Si quelqu'un doit vous défendre là-bas... Non, moi je ne les défends pas. Si quelqu'un doit défendre la presse, doit bien réguler la presse, mais c'est leur rôle. Ceux qui vous représentent là-bas. Mais de ce que je connais on se retrouve, mais je sais que chacun avance. Allez-y, on va clôturer avec. C'est assez important. Quand vous n'évoluez pas dans un environnement qui garantisse l'indépendance, ce n'est pas facile. Et là, vous savez qu'il y a assez d'interférences. J'ai parlé de la communication sur les réseaux sociaux. Il y a assez d'interférences et ça dépend aussi. On vous ferme ou bien on vous attaque, ça dépend de la tête du client. Bon, ça... D'accord, merci messieurs. On est arrivé à la fin de notre décryptage. Ce sont vos collègues qui sont à la hack. Ça, il faut l'entendre. Merci beaucoup. J'espère qu'ils entendent aussi. Voilà, et ils feront quelque chose. En tout cas, pour cette histoire-là, on espère vraiment une issue heureuse pour tout le monde, que ça se passe bien. Voilà, on est de tout cœur avec Djoliba TV News sur ce plateau de Mandé TV. Cher monsieur Cissé, Bouye Cissé, consultant en communication institutionnelle, membre du CNT. Cissé, merci beaucoup. On se dit à la prochaine. Merci pour l'invitation. Avec mon collègue Chaka Doumbia, journaliste, directeur de publication du journal Le Challenger. Doumbia, merci. Merci pour l'invitation.
Téléspectateurs de Mandé TV, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas d'aller à la vente au privé de Cisa Mode du 29 au 1er décembre. Voilà, vous aurez toutes les informations sur les réseaux sociaux si vous tapez son nom dans les moteurs de recherche. On se dit à la prochaine et surtout, restez sur les ondes de Mandé TV. Allez-y sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali.